Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le mardi 16 septembre 2025. Je vous salue. Je suis Moussa Bimana Gaspard. Ce matin, en surfant sur le net, je tombe sur un titre du journal Le Soir du 13 janvier 2005. Il est écrit « Kagame, criminel de guerre ». Il s'agit d'une interview que le professeur Philippe Reygens a donnée à son quotidien belge Le Soir. Mais en continuant de surfer sur le net, je tombe encore sur un titre du Mail du Guardian où l'on parle de Kagame comme quelqu'un qui est impliqué dans des crimes de guerre. Et ça, c'est un article de Judy Reva. Ça date du 1er novembre, non, du 29 novembre 2020. Ce sujet n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau, mais je crois qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez car Kagame, c'est un criminel de guerre notoire. Je ne le dis pas comme ça en l'air, des témoignages abondent pour affirmer que Kagame est un criminel notoire. Déjà depuis octobre 1990, quand le Front patriotique rwandais a attaqué à partir du Mutara, la population des zones frontalières a été décimée. On pense aux communes de Muvumba, on pense aux communes comme Butaro, Kidaho, Gisigé, toutes ces communes de Byumba, ils ont été complètement décimés. La population rescapée s'est enfouie. À l'avancée du Front patriotique rwandais, les camps étaient bombardés. On pense notamment au bombardement du camp de Rwebare qui est resté célèbre. Et presque toute la population qui était dans ce camp a été décimée. Et cette population a été poussée jusqu'à arriver aux portes de Kigali. Et après avril 1994, les camps de déplacés qui étaient là-bas ont été encore attaqués par le Front patriotique rwandais, qui a encore décimé bon nombre de gens qui étaient là-dedans. La guerre a continué. Vous vous souvenez que entre 1991 et 1992, il y a eu la guérilla. La guérilla, il a commencé par la frontière de Gatuna, parce que n'oubliez pas, les rebelles du Front patriotique rwandais attaquaient et se repliaient en Ouganda. Alors ils ont fait une guérilla, ils ont tué beaucoup de gens aussi, beaucoup de gens de Byumba, donc toujours les zones frontalières, mais ils ont avancé jusqu'à ce que, en 1993-1994, lors des pourparlers d'Arusha, ils ont avancé jusqu'aux portes de Kigali presque, parce que vous vous souvenez, ils sont arrivés jusque tout près à Rulindo, et donc ils n'étaient pas loin de Kigali. Leur avancée a été stoppée, il y a eu des accords. Mais s'ils ont attaqué durant les négociations d'Arusha, c'est la politique du talk and fight. On négocie, mais on continue à se battre, on continue d'avancer pour un peu pousser l'adversaire à faire plus de concessions. C'est ce qu'ils ont fait, et ils ont fait ça avec succès. En 1994, c'est la catastrophe. En avril 1994, c'est la descente de l'avion. Ici aussi, des témoignages existent, des témoignages de premier plan, car la plupart d'entre eux sont des témoignages donnés par des collaborateurs rapprochés du président Kagame, mais des témoignages qui ont été ignorés. Ils ont été ignorés et ce dossier est très sensible, de telle sorte que même la justice française qui s'en était occupée a dû conclure à un non-lieu. On peut s'imaginer pourquoi ce non-lieu. C'est parce que c'est un dossier où les puissants de ce monde sont impliqués. Car n'oubliez pas, le juge français Jean-Louis Bruguière avait conclu à l'arrestation du président Kagame pour des crimes de guerre et à 9 membres de sa garde, de son armée. Mais le juge Bruguière a été vite dessaisi du dossier, et donc ils ont mis des juges qui ont un peu bidouillé jusqu'à ce qu'on aboutisse au non-lieu. Mais ce n'est pas parce que des témoignages n'existent pas. Même ceux qui ont tiré sur l'avion, ils ont donné des témoignages. Des gens comme le docteur Théogène Rudasingwa a donné son témoignage dans de nombreuses lettres qu'il a écrites. Le colonel Patrick Aregeya, avant sa mort, il a donné son témoignage. Et donc, tout le monde implique le président Kagame dans la descente de l'avion. Après la descente de l'avion, on a beaucoup parlé du génocide commis contre les Tutsis, mais on occulte et sera vraiment à grands traits les crimes opérés par l'armée patriotique rwandaise du président Kagame. Ces crimes sont largement documentés.
Mais jusqu'à aujourd'hui, aucune personne n'a été inculpée de la part du FPR. Vous vous souvenez, on a mis sur pied le tribunal pénal international pour le Rwanda, qui devait juger toutes les parties en conflit. Mais cela a été ignoré. Et quand on fouille dans le dossier, on voit bien que l'enquêteur Michael Hurgan, qui avait été mandaté par le procureur du TPIR, en ce moment-là, c'était Ruiz Arbour, la Canadienne Ruiz Arbour, Michael Hurgan avait identifié les gens qui ont tiré l'avion. Il s'agit des gens du Front patriotique rwandais. Et il a réuni tous les éléments pour inculper les membres du Front patriotique rwandais. Quand Ruiz Arbour a pris connaissance du résultat des enquêtes de Michael Hurgan et de Lyons, il a dit non, ça ne rentre pas dans l'émission du tribunal. Et pourtant, la résolution mettant sur le pied le tribunal international pour le Rwanda est claire. Il a dit que le tribunal a compétence depuis le 1er janvier 1994 jusqu'au 31 décembre 1994 et que toutes les parties devaient être inculpées. Mais évidemment, ça n'a pas été le cas. La procureure Carla Del Ponte de Suisse a remplacé Ruiz Arbour. Elle a eu le courage de rouvrir le dossier et donc de faire des enquêtes sur les crimes opérés par Kagame et son armée. Et là aussi, les Américains et les Anglais s'y ont opposés. Ils ont dit, comme la procureure Carla Del Ponte commence à vouloir ouvrir le dossier, ils ont dit à Carla Del Ponte, vous avez beaucoup de dossiers, il faut bien que tu sois dessaisi du dossier du tribunal pénal international pour le Rwanda et que tu t'occupes seulement du dossier du tribunal international pour la Yougoslavie. Parce que Carla Del Ponte était procureur de ces deux tribunaux. Et donc, Carla Del Ponte a été chassée du tribunal pénal international pour le Rwanda par le seul fait qu'il voulait ouvrir le dossier sur les crimes commis par Kagame et son armée. Et dans le livre de Florence Hartmann, qui était le porte-parole de Carla Del Ponte, il le dit bien, il le dit que les Américains et les Anglais se sont arrangés pour que Carla Del Ponte soit dessaisie de ce dossier et qu'à la place, ils ont milité pour que soit engagé Boubacar Hassan Diallo, un Africain de la Gambie, et qui était plus docile. Et donc, il a accepté il a assuré l'impunité. Il a dit aux Américains, et les Américains lui ont donné injonction d'assurer l'impunité au président Kagame et à ses hommes. Ça aussi, on peut le lire dans le livre de Florence Hartmann. Les crimes du Front patriotique rwandais ont été documentés, je vous l'ai dit, mais en 1994, il a été surtout question des fours crématoires qui étaient érigés au parc national de la Kagera à Gabiro. Là, vraiment, ça a été un abattoir parce que quand on lit les articles du journaliste Stephen Smith, c'est un Français qui vit maintenant aux États-Unis. Dans ces articles, dans le journal Libération, il parle des fours crématoires et dans lesquels on brûlait des gens à longueur de journée et les restes étaient enterrés au bulldozer. Ce sont des articles de 95-96. Et il disait qu'au moins 2000 personnes étaient incinérées chaque jour. Et cela à peu près pendant 3 mois. Vous imaginez combien de gens ont été ensevelis là-bas. Ces recherches ont été corroborées par un autre journaliste, un grand reporter du nom de Nick Gordon. Ça c'est un Anglais et qui a publié ses articles dans le journal anglais Sunday Times. Et ça aussi c'est en 95-96. Et lui aussi parle des fours crématoires de Gabiro. Parce que le monde entier en a pris connaissance, mais il se tue. Et donc, c'est des camions entiers qui partaient avec des tonneaux d'essence pour aller brûler des cadavres Hutus amenés au parc national de la Kagera. Et là, ils étaient tués. La plupart des camions partaient avec des gens encore en vie. Et donc, il y avait... le Front patriotique rwandais avait recruté des gens pour les achever avec des objets contondants, des roues usagées, des marteaux. Et la plupart étaient poignardés, d'autres étaient
De toute façon, ils étaient tués d'une façon atroce. Et souvent, ils étaient brûlés encore en vie. Et donc, on les a oxy, comme on a dit. Ces théories, ils sont de grande ampleur, mais on peut citer aussi les théories de Kivero. Le camp de Kivero qui abritait, je crois, 200 000 personnes, il a été rasé avec des armes à feu, il a été encerclé après une réunion que le président Kagame a tenue avec Fred Ibingira et le lieutenant général Innocent Kabandana qui vient de décider. Et donc ces gens, ils ont décidé que le camp va être bombardé. Et c'est le général Ibingira qui a dirigé l'équipe de militaires qui ont encerclé le camp et ils ont tué indistinctement femmes, enfants, vieillards. On compte au moins jusqu'à 10 000 morts. Il y a un livre des militaires australiens qui en parle et il y a aussi des rapports de Médecins sans frontières qui en parlent aussi. Donc, ce sont des théories aussi documentées qui montrent que Kagame et son armée, ils ont commis des crimes de guerre innommables. À ceci, on peut ajouter aussi le rapport Mapping. Il documente les théories du Front patriotique rwandais dans la République démocratique du Congo, notamment en bombardant les camps des réfugiés des Hutus entre 1996 et 1998. On parle de centaines de milliers de morts. Et là aussi, on n'en parle pas. C'est toujours dans les tiroirs. Mais je vous ai dit ça, mais il y a aussi le rapport Gelsoni. Le rapport Gelsoni, il parle aussi des théories du Front patriotique rwandais dans les régions du nord du pays. Lui qui avait été mandaté par le Haut Commissariat aux Nations Unies pour les réfugiés, il en avait, en une semaine, il avait compté déjà 30 000 morts. Il a dit que cet échantillon est suffisant pour montrer que le Front patriotique rwandais est en train de se livrer à des crimes de guerre. Le rapport a lui aussi été enterré. On peut continuer parce que Kagame ne s'arrête pas. Aujourd'hui, avec la guerre qu'il mène au Congo sous le couvert du M23, on parle des massacres de Kishiché, on a parlé dernièrement avec Human Rights Watch et les rapports de l'ONU, ils ont parlé des centaines et des centaines de personnes de Hutus, rwandais, mais aussi congolais tués à Rutshuru, dans la région de Rutshuru et de Massissi, au nord Kivu, et même dans la région de Kalehe, au sud Kivu. Bref, Kagame continue sur sa lancée dans la commission des crimes de guerre. Et l'ONU qui est là, il sautait. Il sautait tellement que même les casques bleus qui ont été tués par le Front patriotique rwandais, par l'armée de Kagame, il n'en parle pas, de peur de le hérisser. On dirait que le monsieur, il a des protections assez solides dans les grands de ce monde. Un autre livre qui a documenté les tours de Kagame, c'est le livre de J.D. Reva. Ce livre a l'avantage d'avoir mis au grand public certains dossiers secrets initiés par le tribunal pénal international sur le Rwanda sur les crimes du président Kagame. Ces dossiers restent toujours sur le sceau du secret et on ne sait pas quand ils seront ouverts, mais peut-être qu'un jour viendra. Kagame était un criminel de guerre, mais on continue à lui dérouler le tapis rouge. Pourquoi donc il n'est pas inquiété pour ses crimes? C'est parce que Kagame est un pion de grande puissance et donc il continue à lui rendre service. Et à part ça, il est aussi un pion de grandes multinationales à qui il continue de fournir des minerais à vil prix. Parce que maintenant, il a les mains libres pour exploiter les grandes mines de la République démocratique du Congo, notamment dans sa région de l'Est, dans le nord et le sud du Kivu. Voilà, il n'y a pas d'autre secret pour le président Kagame. C'est cette protection des multinationales, c'est cette protection des grandes puissances avec qui il entretient encore des secrets qui ont plongé le Rwanda dans l'abîme. Je vous remercie. Au revoir.